Le CLS, Cercle de lecture sociale. Lire c'est dire. Dire c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Info sur www.libradio.org. Gustave Lefrançais vint à Paris vers l'âge de 10 ans. À sa sortie de l'école normale d'instituteur de Versailles, il chercha vainement une place. Déjà libre penseur et révolutionnaire, il dut se contenter d'emplois temporaires dans des pensionnats. Lors d'un remplacement dans une école rurale de Seine-et-Oise, l'hostilité du curé et de quelques notables l'obligea à quitter le village au bout de 5 mois. Commis aux écritures chez un entrepreneur, il en fut renvoyé au lendemain de la Révolution de février 1848. Il suivit de près tous les événements qui marquèrent l'histoire agitée de la Deuxième République. Fondateur avec Pauline Roland de l'association fraternelle des instituteurs, institutrices et professeurs socialistes, filiale de l'Union des associations de travailleurs, Lefrançais collabora à la rédaction de son programme d'éducation publié en 1849. C'était un plan détaillé suivant le développement de l'enfant de sa naissance jusqu'à 18 ans. En même temps, comme ses amis, Lefrançais donna des cours du soir pour adultes. Mais la réaction conservatrice se fit de plus en plus vive. Pour avoir ouvert un cours sans autorisation, Lefrançais fut l'objet de poursuites qui se soldèrent par un non-lieu. Mais peu après, le programme d'éducation est considéré par le tribunal civil de la Seine comme un outrage à la morale, à la religion, à la famille et à la propriété. Ses auteurs sont accusés d'inconduite et d'immoralité notoire, ce qui leur vaut l'interdiction à jamais d'enseigner. Condamné à nouveau pour détention d'armes de guerre, envoyé en résidence forcée à Dijon, Lefrançais y fut surpris par le coup d'État du 2 décembre 1851. Après avoir essayé d'organiser la résistance, malgré le lâchage pitoyable des notables républicains de l'endroit, il gagna l'Angleterre où il vécut près de 2 ans parmi les exilés. Revenu à Paris en 1853, il y exerça divers métiers et, sur la fin de l'Empire, prit une part active au mouvement politique. C'est fréquemment qu'on entendait développer ses théories communistes dans les clubs qui s'ouvraient un peu partout et dont il fut l'un des orateurs les plus connus. Rien d'étonnant donc de le trouver au premier rang lors des événements de 1870-1871 et de le voir élu à la Commune. On lira plus loin, sous sa plume, l'évocation de ses premières années d'exil en Suisse. Ajoutons que, là aussi, il fut au premier rang de toutes les activités de la proscription, où il allait bientôt se trouver confronté à la scission qui divisait alors l'Internationale. Sympathisant dès son arrivée avec Nicolas Joukovski, l'un des partisans de Bakounine à Genève, il fut initié par lui au secret du conflit dont l'objet n'était pas encore très clair pour les proscrits. Comme Lefrançais, une grande partie d'entre eux prit le parti des fédéralistes libertaires, soutenus par Bakounine, et renforcèrent dès sa fondation les organisations locales de la Fédération jurassienne. Lefrançais fut membre actif de la section de propagande et d'action révolutionnaire socialiste à Genève, où, à l'exception d'un an passé à Lausanne, il vécut durant tout l'exil, prenant part à toutes les activités de la proscription. En 1880, l'amnistie, si longtemps attendue, va permettre à Lefrançais et à ses amis de retourner en France. Le 24 août, il se rend à Paris, qu'il revoit pour la première fois depuis 1871. Mais il n'y reste que 3 semaines environ. En effet, ses occupations le ramènent en Suisse. Depuis le début de l'année, il travaille comme secrétaire auprès du célèbre géographe et anarchiste Élisée Reclus à Clarence, d'où il retourne fréquemment à Genève. On sait que Reclus, simple soldat dans la garde nationale lors de la Commune, avait été fait prisonnier lors d'une sortie sur le plateau de Châtillon. Condamné à la déportation simple, il vit sa peine commuée en 10 ans de bannissement à la suite d'une protestation internationale, établie en Suisse, d'abord au Tessin puis à la Tour de Paix, à Vevey et enfin à Clarence. Il avait entrepris la publication de sa monumentale Nouvelle géographie universelle.
L'ampleur du travail l'avait obligé à engager quelques-uns de ses compagnons d'exil pour la gravure des cartes et les tâches de copie. En Le Français s'incarnaient quelques 40 années du mouvement révolutionnaire socialiste français. Il l'avait bien prouvé quand, en 1886-1887, il avait publié en feuilleton, dans le Cri du peuple, ses « Souvenirs d'un communard » qui retrace son existence depuis ses débuts d'instituteur, sous la monarchie de Juillet, jusqu'à sa fuite de Paris après la Commune. Décédé le 16 mai 1901, Le Français fut, suivant ses vœux, incinéré au Père-Lachaise, non loin du mur des Fédérés, où étaient tombés les derniers combattants de la Commune. On y donna lecture de son testament, je cite, « Je meurs de plus en plus convaincu que la société au milieu de laquelle j'ai vécu n'est que le plus cynique et le plus monstrueux des brigandages. Je meurs en professant le plus profond mépris pour tous les partis politiques, fussent-ils socialistes, n'ayant jamais considéré ces partis que comme des groupements de simples niais dirigés par déhontés ambitieux, sans scrupules ni vergogne. Pour dernière recommandation, je prie mon fils Paul de veiller à ce que mon enterrement, exclusivement civil bien entendu, soit aussi simple que l'a été ma vie elle-même, et à ce que je sois accompagné que de ceux qui m'ont connu comme ami et ont bien voulu m'accorder soit leur affection, soit plus simplement leur estime. À défaut d'incinération, qu'on me porte à la fosse commune, où d'ailleurs tous les miens m'ont déjà précédé, ainsi que les pauvres gens à la classe desquels je n'ai cessé d'appartenir. Gustave Le Français, extrait de 10 années de proscription en Suisse, 1871-1880, suite aux souvenirs d'un communard, première partie, juillet 1871, février 1872, paru dans Souvenirs de deux communards réfugiés à Genève, page 49 et suivante. Le 3 juillet 1871, j'arrivais sain et sauf à Genève, grâce au dévouement de quelques amis qui, au risque de leur liberté et peut-être même de leur vie, m'avaient fait échapper aux sanglantes représailles qui suivirent la chute de la Commune. Dès mon arrivée, je m'en rendis à la poste pour expédier aux miens un télégramme qui les rassura sur mon sort et celui de la généreuse femme qui m'avait aidé à accomplir mon hasardeux voyage. J'y rencontrai plusieurs réfugiés que, sur la foi des journaux, je croyais avoir été assassinés par les Versaillais. Comme pour moi, sans doute, quelques malheureux sosies avaient été fusillés à leur place, les amis de l'ordre ne s'étant pas même donné le souci de constater l'identité de leurs victimes. Désireux de m'assurer si, grâce à ma transformation, j'étais sérieusement méconnaissable, je contins l'envie que j'avais de leur aller serrer la main et passer devant eux d'un air indifférent. L'épreuve réussit complètement et nul d'entre eux ne parut me reconnaître. Je ne tardai pas néanmoins d'avoir la preuve que mon déguisement ne m'était pas une aussi sérieuse garantie que je l'avais pu croire. De la poste, je me rendis chez un ancien proscrit du 2 décembre, le citoyen Darier, établi depuis plusieurs années à Genève comme pharmacien. Son fils aîné seul se trouvait à l'officine, et je l'avais vu une seule fois, durant 1 heure à peu près l'an passé. « Monsieur Darier, je vous prie. Mon père n'est pas ici, monsieur. Mais s'il est nécessaire, je puis l'envoyer chercher. Mais, c'est vous, monsieur. Monsieur Le Français, nous vous croyons mort. Mon père sera bien heureux de vous revoir. » Ému d'une aussi subite reconnaissance, je demande à ce jeune homme comment il a pu ainsi ne pas se tromper. C'est votre voix seule qui m'a guidé. Qu'au guichet de la gare de Paris, alors que je prenais mes billets pour Genève, le policier surveillant les voyageurs m'eût entendu dans quelques réunions publiques, j'étais certainement arrêté, malgré mes cheveux argentés et mes lunettes. Je ne pus y penser sans quelques craintes rétrospectives. Par une étrange contradiction pourtant, mon fils aîné, bien qu'averti de mon arrivée, eut à son tour quelque peine à me reconnaître, tant ma vieillesse factice l'avait dérouté. Durant tout un mois d'ailleurs, mes cheveux blancs furent un sujet de quotidien ébahissement pour ma logeuse, ne comprenant rien au rajeunissement graduel de ma chevelure, qui reprenait peu à peu sa couleur normale. Or, comme je prenais bien soin de faire disparaître toute trace de la mixture qui m'avait servi, ma malheureuse hôtesse ne put jamais, sans doute, s'expliquer le phénomène qui l'intriguait si vivement.
Malgré sa tradition d'hospitalité envers les proscrits politiques de tout pays et de tout parti, malgré son droit d'asile formellement garanti par les traités de 1815, il est évident que la Suisse ne nous reçoit qu'à contre-cœur et sous réserve. Il paraît même que son premier mouvement a été de nous fermer net ses portes, se couvrant pour le faire de l'odieuse circulaire de Jules Favre, le faussaire, qui dénonce les vaincus de la Commune comme étant de simples bandits en dehors de l'humanité. Grâce pourtant aux observations d'un député du canton de Vaud à l'Assemblée fédérale, le citoyen est tel qui démontra tout ce qu'avaient de monstrueuses et d'outrecuidantes les affirmations du misérable auteur de ce honteux document, grâce aussi sans doute à l'appui moral que lui donnait le dédaigneux refus opposé par l'Angleterre à de semblables prétentions, le gouvernement fédéral décida que chaque demande d'extradition formulée par le gouvernement de Versailles serait examinée afin de s'assurer si le traité en vigueur depuis 1869 lui serait ou non applicable. Par mesure de précaution, et afin de laisser au gouvernement fédéral le temps d'étudier la procédure que comporterait cette décision, le gouvernement du canton de Genève nous a officieusement conseillé de conserver provisoirement les noms d'emprunt sous lesquels nous sommes arrivés. Mais il est certain, en somme, qu'on eût ici préféré de beaucoup nous voir choisir un tout autre refuge. Tant qu'il ne s'agissait que de réfugiés politiques appartenant aux classes dirigeantes, divisés seulement sur l'art d'exploiter les gouvernés, l'exercice du droit d'asile n'offrait aux yeux des gouvernants de la libre Helvétie aucun inconvénient. Que leur importait jusqu'alors, en effet, la couleur des partis politiques se disputant tour à tour les bénéfices du pouvoir dans les États environnants. Puis la plupart des proscrits de cette catégorie, possédant une certaine fortune, étaient autant de nouveaux consommateurs faisant aller le commerce du pays dans lequel ils venaient ainsi s'installer, et cette considération avait sa valeur. Mais ces gens de la commune, des ouvriers, des commerçants ruinés, des employés, des professeurs, tous sans le moindre sou et fatalement destinés à faire concurrence au travail local. Si du moins ils apportaient avec eux les centaines de mille francs que les journaux français accusent plusieurs d'avoir fourrés dans leur poche en fuyant. Sans compter que ce qu'ils nomment leur cause, la sociale, ne poursuit d'autre but que la ruine des honnêtes gens de tout pays, c'est-à-dire la destruction de l'ordre social dans lequel le pouvoir appartient aux plus forts et aux plus malins. En vérité, ce tas de vagabonds socialistes, sans sou ni maille, aurait bien dû aller ailleurs. En Amérique, par exemple, plutôt que de venir ici nous encombrer de leurs mines de crève-la-faim et de leur doctrine révolutionnaire dont nos ouvriers n'ont déjà que trop farci leur cervelle. Telles sont les dispositions d'esprit qui se manifestent chez tous les gens comme il faut de Genève et des autres cantons envers les communards comme nous, à de suite baptisés la bourgeoisie conservatrice et même radicale de ce pays. Le journal de Genève, surtout, de toute la presse suisse, l'organe le plus important sans contredit, témoigne de la haine la plus féroce contre la Commune de Paris et ses défenseurs. Auprès de ce journal, le Temps et jusqu'au Figaro même sont des modèles de réserve, de loyauté et d'atticisme envers les vaincus. Le journal de Genève, enfin un autre propos, tient à justifier ce proverbe qu'il faut 3 jésuites pour faire un Maumier. C'est ainsi qu'on désigne en Suisse les protestants conservateurs. Ceux des bourgeois de Genève qui nous sont le moins hostiles ne se font eux-mêmes, faute de nous accuser d'être la cause des malheurs actuels de la France et des dangers qui menacent la République. Enfin, pour ces braves gens, nous sommes, sans nous en douter, les instruments des jésuites. Malgré tout, cependant, ceux de nous qui exercent une profession manuelle et qui en connaissent bien les ressources ne tardent pas à se caser dans des conditions suffisantes pour les mettre à l'abri de la misère. Mais comme toujours et comme partout, les professeurs et les employés seront plus longtemps à s'en tirer. Heureusement, cette fois-ci, ils sont moins nombreux. www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute.